Bonjour, que la paix soit sur vous. Le sujet de cette vidéo est clairement le traitement judiciaire, le traitement de cette affaire, ce qui s'apparente en fait à un fiasco judiciaire. Alors, ce qui est important, c'est de s'arrêter un peu sur la façon dont les investigations ont été menées par les juges, toujours à charge, sans grande écoute même de ce que la brigade criminelle a apporté comme élément, que les juges ont pourtant mandaté, et on s'aperçoit que ce qu'on a appelé dès le départ les indices concordants sont en fait des indices concordants qui sont basés sur 4 cas qui sont autant de mensonges. Dans la première affaire, on a des mensonges qui concordent avec les mensonges de la seconde, puis de la troisième, puis de la quatrième, et ça devrait donner une vérité de ces viols dont on m'accuse. Alors reprenons les choses dans l'ordre inverse de la chronologie. La nouvelle plainte qu'on nous a présentée, ou qui a eu une couverture médiatique absolument incroyable à travers le monde, eh bien, on dit que le 23 mai 2014, je suis accusé d'un viol en bande organisée à l'hôtel Sofitel de Lyon. Or, le 23 mai 2014, je suis à Londres, où je prends un avion pour me rendre à Baltimore, où j'arrive le 23 mai, cette même date, ce même jour. Impossible donc d'être à Lyon ce jour-là, et c'est sur la base d'une simple déposition que le procureur de la République prend un réquisitoire supplétif, comme si c'était une affaire sérieuse, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Ça, c'est le premier élément. Et donc, on a l'impression que dans le vide du dossier, le procureur de la République veut y voir la possibilité d'un viol qui n'existe pas. Il en va de même des autres affaires. Si nous prenons le cas d'Enda Ariari, souvenez-vous, en l'occurrence, elle a menti sur les dates, non pas simplement qu'elle ne savait pas, elle a donné d'autres dates, elle a falsifié des documents qu'elle a présentés au juge, elle a dit en l'occurrence qu'elle était totalement, elle était salafiste, novice sur le plan de sa sexualité, que c'est moi qui l'avais influencée et qu'elle était sous emprise. Or, on s'aperçoit, c'est la brigade criminelle qui le met en évidence, qu'il n'en est rien. Depuis 2002, elle est en relation avec une 50aine d'hommes sur les réseaux. Elle se présente dans la réalité d'une auto-humiliation et d'une soumission qu'elle joue, et donc en l'occurrence c'est elle qui est emmenée dans ce type de relation, mais surtout ce qui est important, ce sont ces relations qu'elle a avec mes ennemis. Alain Soral, qu'elle cite, Caroline Fourest depuis 2009, et en l'occurrence, 2 ans après le soi-disant viol, elle m'envoie plus de 200 messages où elle est clairement dans le harcèlement sexuel en disant que si je ne répondais pas à ses avances, elle collaborerait avec mes ennemis. Et donc, en l'occurrence, voilà un premier dossier qui est vide et dont la brigade criminelle met en évidence les mensonges. Que font les juges? Eh bien, ils ne tiennent pas compte des conclusions de la brigade criminelle. Deuxième affaire, celle de Paul et Mahaline, Christelle, eh bien, en l'occurrence, ici, on s'aperçoit que les mensonges se multiplient. Il y a autant de mensonges dans la seconde affaire qu'il y en a dans la première, qu'il y a d'incohérences dans la dernière plainte. En l'occurrence, encore, vous avez Paul et Mahaline qui dit que elle dit à son médecin qu'elle était à la conférence alors que elle dit au juge qu'elle a été séquestrée dans cette chambre. 4 expertises internationales, des compagnies d'experts internationales mettent en évidence que c'est elle qui est dans la salle, et les juges n'en tiennent pas compte. Ils n'en tiennent pas compte, ils vont même demander à sa maman, à son papa, à son ami, à Caroline Fourest encore, toujours présente dans ce dossier, 660 appels ou messages téléphoniques. Caroline Fourest a 660 messages avec les 2 premières plaignantes. Elle est omniprésente sur une année, c'est comme si elle les appelait 2 fois par jour. En l'occurrence sur une année. Et donc, vous avez de ce point de vue-là des messages qu'on retrouve de la part de Paul et Mahaline 6 jours avant la rencontre, où elle parle à une dénommée Sarah,
les investigations montreront, je l'espère, j'en suis persuadé, que c'est la plaignante suisse dont il est question ici, et qui disent ces messages qu'elle est en train de préparer, qu'elle aimerait préparer un piège avec un paparazzi, avec quelqu'un qui viendrait pouvoir me prendre en flagrant délit. Donc on est dans le piège ici qui se prépare 6 jours avant. Ajoutez à cela des éléments que la brigade criminelle vont mettre en évidence sur ces mensonges répétés, sur ses relations même avec des hommes. Elle dit qu'elle était sous emprise religieuse. Aucun message religieux. Au moment où elle est en contact avec moi, où elle prépare un piège, elle est en contact avec un autre homme, encore sur Skype, où elle a des échanges de type scatologique et coprophage. Voilà des messages surprenants qui mettent à mal toute sa thèse. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la brigade criminelle encore qui apporte ces éléments-là. Que font les juges? Eh bien, c'est comme si cela n'existait pas. Comme si ces mensonges répétés pouvaient, avec les mensonges des précédentes plaignantes, eh bien, apporter une once de vérité. Ajoutez à cela l'affaire qui concerne Madame Mouniarabouge. Elle a menti, elle se serait fait violer, dit-elle, 9 fois, pour ensuite revenir en arrière. Les juges forcés et contraints n'ont pas pu me mettre en examen, ils me mettent sous le statut de témoin assisté, mais en l'occurrence, ce qui ressort de l'ensemble de ce dossier, ce sont ces messages, ces mensonges. C'est son frère qui la dénonce en lui disant qu'elle ment. C'est elle qui dit à son frère qu'elle l'a fait pour de l'argent. C'est sa sœur qui prend contact avec moi pour me dire « Ma sœur veut vous tendre un piège ». Elle le fait pour de l'argent. C'est elle encore, alors qu'elle est mise sous écoute téléphonique, qui parle d'argent et qui dit qu'elle a été manipulée par Jean-Claude Elfassi, le paparazzi, pro-israélien, et il faut le dire parce que c'est important, il m'en voudra à vie d'être un défenseur des droits des Palestiniens, il est partout dans ce dossier, eh bien, elle dit qu'il l'a manipulé, elle dit qu'il l'a poussé à changer même sa version. Si on en revient à tout ce que je viens de mettre en évidence, toutes ces femmes, à un moment donné, parlent de pièges, parlent de manipulation, parlent de... On voit des contacts avec des personnes qui sont mes ennemis, et tous ces éléments-là ne sont pas pris en compte par les juges qui n'ont jusqu'à ce jour jamais auditionné l'un de ces noms, l'une de ces personnes qui sont présentes dans ce dossier-là. Alors, le fiasco judiciaire, quand tout est vide de cette façon-là, et nous verrons d'ailleurs que dans le dossier suisse, il en est exactement de même, c'est finalement du copier-coller de la déposition de Christelle, la violence, tout ce que a été mis en évidence par une femme qui est en contact avec Christelle depuis plus de 10 ans. C'est avec elle que 6 jours auparavant, elles communiquent et qu'ils sont en train de parler d'un plan. En fait, c'est 4 femmes, en tout cas 3 d'entre elles, sont en communication. Elles ont menti au juge en disant qu'elles ne se connaissaient pas pour finalement devoir, face aux faits, face à la réalité de ce qui a été trouvé à partir des investigations, reconnaître qu'elles se connaissaient. Voilà, nous avons de ce point de vue un tableau qui est sidérant. Et on peut se poser la question, mais si tout ce que je dis est vrai, ce que je dis c'est de rapporter ce que dit la brigade criminelle, eh bien comment poursuivre ce dossier? Parce qu'au fond, la réalité de ce dossier, c'est qu'il ne s'agit pas d'une affaire de mœurs, il s'agit d'une affaire politique. Et le début de ce qui aurait dû interpeller le public, ou même les journalistes d'investigation, c'est pourquoi un tel dossier est-il transféré au procureur Molins, spécialisé dans les affaires de terrorisme et d'islamisme? Quel est le rapport entre un viol et l'islamisme? Peut-être une chose, le fait que le soi-disant violeur est musulman et qu'il représente une voix en France qui gêne en l'occurrence. Et le procureur Molins, je ne suis pas le premier à le dire, sa propre nomination a posé problème. Il était chef de cabinet de Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Justice, et il est passé du politique au judiciaire.
et l'indépendance de la justice a été questionnée en disant mais comment cela est-il possible? Or il se trouve que je me retrouve moi-même, que mon dossier se retrouve sous l'autorité d'un procureur dont ça n'est pas normalement le champ de travail, parce que c'est le champ de travail de ce procureur et de l'appareil judiciaire si nous considérons la question politique, la question de ce dossier qui va au-delà de ma personne, car au bout du compte, ce que l'on attaque, ce n'est pas simplement qui je suis, c'est ce que je représente. Ce que l'on attaque, ça n'est pas simplement un homme, c'est un message. Ce que l'on attaque, ça n'est pas simplement une réflexion, c'est une disposition citoyenne qui dit que nous sommes européens, nous sommes français de confession musulmane et que nous voulons être respectés pour ce que nous sommes et que nous ne nous excusons pas d'être musulmans, nous ne nous excusons pas d'être des citoyens français ou européens. Nous avons les mêmes droits, nous exigeons la même justice. Et c'est pour ça que je vais continuer à me battre. Et c'est pour ça que ce dossier n'est pas l'affaire Ramadan. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre aujourd'hui que si je compare l'affaire Ramadan à l'affaire Dreyfus, ce n'est pas de comparer Ramadan à Dreyfus, c'est de comparer la France antisémite d'hier à la France islamophobe d'aujourd'hui, en disant que le problème, ce n'est pas Dreyfus, ce n'est pas Ramadan, mais c'est la normalisation d'un racisme structurel, d'un racisme d'État qui ne dit pas son nom.